Tout commence en 1856. Un jour, des carriers italiens découvrent un crâne ancien dans la vallée de Néander, en allemand Néandertal. Hé Alessandro, Qu'est-ce qu'il y a, Luigi? j'en fais quoi de ça? Tu le balances. Où ça? L'histoire de ce fossile aurait pu s'arrêter là. Mais par chance, le propriétaire de la carrière, un certain Beckershof, s'intéresse beaucoup aux vieux ossements. Luigi, Alessandro, c'est quoi ce crâne? Regardez s'il y a d'autres os là-dessous. Ça va prendre du temps. Ne pense pas, contente-toi de faire ce que je te dis. Allez, au travail. « 150 ans plus tard, ce mystérieux crâne intrigue toujours ceux qui ont la chance de pouvoir l'approcher. Ralf Schmitz, paléoanthropologue et chercheur allemand, veut élucider les questions qui demeurent sur le fossile de la vallée de Néander et dissiper les malentendus dont il a fait l'objet jusqu'à présent. Mon cher Fuhlrott, c'est une pièce de choix que je vous ai trouvée là. Personne n'avait jamais découvert un squelette d'ours des cavernes aussi complet. Vous comptez faire de ces os le sujet de l'une de vos conférences? Vous savez que vous pouvez compter sur mon soutien. Que comptez-vous faire de cette découverte? Mon cher ami, ce ne sont pas des ossements d'ours, mais bel et bien ceux d'un être humain. L'instituteur Johann Karl Fuhlrott est le premier à comprendre l'importance du fossile. Aujourd'hui, des scientifiques du monde entier s'intéressent à ce fameux squelette. Mais ils ne sont pas tous autorisés à l'examiner sous toutes les coutures. Le fossile de la carrière ne sort que pour les grandes occasions, lorsqu'un projet de recherche paraît prometteur. Un lien particulier unit Ralf Schmitz à ce fossile. Il a mené des fouilles avec son collègue Jürgen Thyssen à l'endroit où le crâne a été trouvé en 1856. Ils ont retrouvé d'autres fragments d'os du néandertalien. Nos fouilles de 1997 et 2000 ont mis au jour plus de 70 nouveaux fragments d'os humains. 3 d'entre eux correspondent parfaitement au fossile de celui qu'on a appelé l'homme de Néandertal. On en a la preuve avec un petit fragment d'os, celui-ci, qui correspond exactement au morceau manquant du fémur gauche du fameux homme de Néandertal. On a aussi un autre fragment qui s'imbrique parfaitement sur le côté droit du crâne retrouvé en 1856. D'autres os néandertaliens robustes proviennent du même homme, comme l'os zygomatique gauche, qui est parfaitement adapté à cette calotte crânienne. Après sa découverte, le crâne reste d'abord en possession de l'instituteur Fuhlrott. À sa mort, son héritière le vend. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je le vends. Votre père aurait sans aucun doute apprécié le fait qu'il reste dans notre pays. Trop de fossiles préhistoriques sont déjà partis à l'étranger. Il avait toute confiance en vous. Un accord est vite trouvé. Et moi aussi. Dans ce cas, l'affaire est entendue. Je vous remercie. En 1877, le musée régional de Rhénanie à Bonn fait l'acquisition du précieux fossile. Pendant plusieurs décennies, l'homme de Néandertal retourne dans les abîmes de l'histoire. Des scientifiques s'intéressent régulièrement aux fossiles, mais ce sont les recherches de Ralf Schmitz et de ses collègues qui vont faire avancer l'énigme. À quoi ressemblait l'homme de Néandertal?
La calotte à elle seule ne permet pas de déterminer les traits de l'homme vivant à l'époque glaciaire. Ralf Schmitz s'adresse donc à l'université de Zurich. Grâce aux nouveaux fragments d'os, les paléoanthropologues Christoph Zollikofer et Marcia Ponce de Leon vont être en mesure de reconstituer le visage de l'homme de Néandertal. Grâce à un logiciel spécialement conçu à cet effet, les scientifiques assemblent toutes les pièces du puzzle crânien sans même toucher le fossile. Vous imaginez, pendant près de 150 ans, cet homme de Néandertal est resté sans visage. Et aujourd'hui, on est enfin en mesure de reconstituer son apparence. De nouveaux morceaux d'os, des petits comme des grands, viennent compléter la calotte découverte il y a longtemps. Certains fragments d'os proviennent du côté gauche, d'autres du côté droit. En créant virtuellement une image miroir, on peut essayer d'assembler les morceaux un à un pour établir la forme de son visage à partir d'un puzzle tridimensionnel. Jusque-là, les hommes de Néandertal étaient considérés comme des individus primitifs plus proches du singe que de l'homme. Des chercheurs sont en train d'en dessiner une toute autre image. Les Néandertaliens fabriquaient des objets complexes qui nécessitaient d'avoir un sens de l'organisation très développé, un savoir-faire acquis avec l'expérience et beaucoup de patience. Ils observaient le monde autour d'eux et mettaient à profit les ressources à leur disposition. Il y a 42 000 ans, presque toute l'eau était figée dans les glaciers. Ils n'avaient pas souvent l'occasion d'admirer leurs reflets dans un étang. Pourtant, une majorité de chercheurs est convaincue qu'ils possédaient déjà une conscience d'eux-mêmes en tant qu'individus et qu'ils avaient probablement un sens de l'esthétique. Des pigments ont été retrouvés dans de nombreuses sépultures, mais jamais de fresques, que ce soit sur pierre ou sur bois. Cela laisse penser que les Néandertaliens utilisaient ces pigments pour peindre leur corps. Pour mieux comprendre la vie de l'homme de Néandertal, Ralf Schmitz essaie d'en savoir plus sur le climat à l'époque glaciaire. Des carottes de glace prélevées au Groenland doivent lui fournir des informations sur la situation en Rhénanie à l'époque. Le résultat de l'examen des carottes est surprenant. L'époque à laquelle vécut l'homme néandertalien n'était pas marquée par des périodes de froid particulièrement longues, mais plutôt par un temps extrêmement changeant, sensible à toutes sortes de facteurs. Que nous révèle une carotte de glace comme celle-ci? Elle nous permet de reconstituer différents paramètres climatiques. La température de l'air, sa composition et également la quantité de gaz trace dans l'atmosphère. Ces paramètres ne sont pas visibles à l'œil nu. Nous devons procéder à des calculs. Cependant, cette carotte de glace présente une particularité. Elle contient une couche épaisse de cendres volcaniques. Ça, on le distingue parfaitement. Cette cendre volcanique provient d'une éruption volcanique colossale.
Elle a dû parcourir des milliers de kilomètres pour atterrir au Groenland. Un événement comme celui-là a forcément eu des répercussions sur la vie des Néandertaliens. C'est certain. La fin de la période glaciaire en particulier a été marquée par plusieurs éruptions volcaniques de grande ampleur. Le ciel a dû s'assombrir. Un événement comme celui-là laisse des traces pendant plusieurs années. Cependant, il y a environ 50 000 ans, l'éruption d'un volcan n'a eu des répercussions sur le climat de l'Europe que pendant 2 ans tout au plus. Les scientifiques ont décelé quantité d'autres variations de température, mais ils ne peuvent pas encore expliquer leur cause. Les carottes de glace nous fournissent de précieuses informations sur la Rhénanie il y a 42 000 ans, à l'époque où vivait l'homme de Néandertal. La région était en moyenne 5 degrés plus froide qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'était néanmoins un véritable jardin d'Éden. Les troupeaux géants n'avaient aucun mal à se nourrir et les chasseurs ne manquaient pas de gibier. L'étape suivante dans la reconstitution du visage de l'homme préhistorique se fait à l'Institut César de Bonn, en Allemagne. Les informations livrées par le logiciel de Maria Ponce de León et Christoph Zollikofer vont permettre de créer une représentation physique. Un faisceau laser balaie un bac rempli de résine liquide synthétique et la solidifie millimètre par millimètre, à l'image du modèle virtuel établi par les paléoanthropologues. Il faudra un peu plus de 24 heures pour obtenir la réplique minutieuse d'un crâne. Pour la première fois depuis sa découverte, il y a 150 ans, l'ossature faciale de l'homme de Néandertal est entièrement reconstituée. Mais comment lui donner plus qu'un crâne et lui recréer un vrai visage? Taku! Son physique n'est pas la seule question qui préoccupe les chercheurs. Comment vivait-il? Chassait-il le gros gibier? Ou évitait-il les créatures gigantesques? Comment se nourrissait-il? Ralf Schmitz espère élucider une bonne fois pour toutes cette question grâce à l'aide d'un chimiste. Il faut d'abord effectuer des prélèvements d'os sur l'homme de Néandertal, mais aussi sur le rhinocéros laineux, le mégalocéros, le loup et ses autres contemporains. Mike Richards va s'employer à établir le menu détaillé de l'individu. Pour obtenir des informations fiables sur son alimentation, il doit d'abord examiner les fossiles de végétariens, de carnivores et d'omnivores datant de la même période. Une comparaison avec des fossiles d'une autre époque ou ayant des valeurs isotopiques des hommes modernes n'apporterait aucun résultat concluant. Ces prélèvements vont me servir à analyser la chimie des os des fossiles, en particulier les isotopes stables. Je vais pouvoir déterminer le régime alimentaire de l'homme de Néandertal et celui des animaux retrouvés dans la vallée de Néander. J'ai examiné des fossiles néandertaliens découverts en Croatie et d'autres scientifiques ont fait la même chose sur des fossiles retrouvés en France et en Belgique. À chaque fois, nous avons constaté que les Néandertaliens avaient des isotopes similaires à ceux des loups. Nous en avons conclu que les Néandertaliens étaient de grands carnivores et donc d'habiles chasseurs. Revenons sur leur apparence. Ralf Schmitz s'est tourné vers l'atelier Manufaktur de Munich. Grâce à la technique de la stéréolithographie,
ils vont fabriquer le visage le plus détaillé possible de l'homme de Néandertal. Ils travailleront à partir des données obtenues grâce au paléoanthropologue de Zurich. Pour déterminer l'épaisseur des couches de graisse et de muscles, il n'y a pas d'autre choix que de se baser sur la constitution d'un homme d'Europe centrale moyen. Quant à son visage et à ses expressions, ils étaient certainement le reflet de son style de vie. De quoi était fait son quotidien? Les Néandertaliens avaient-ils des jeux? Comment apprenaient-ils de nouvelles choses? Quelles aptitudes possédaient-ils? Jusqu'à quel point leur langage était-il développé? Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que ces hommes ne portaient pas de vêtements parce qu'on n'avait pas retrouvé d'aiguilles à chat dans leur caverne. Mais pour percer les peaux et le cuir, une simple haleine leur suffisait. Et de minces rubans de cuir ou des tendons leur servaient de fil à coudre. On a longtemps pensé que l'hygiène corporelle était une notion inconnue à cette époque. Or, les recherches actuelles semblent prouver le contraire. Leur niveau global de développement était bien plus avancé que ce que l'on croyait. Les chercheurs ont en effet découvert qu'ils maîtrisaient entre autres une technique avancée pour l'époque. Car bien avant nos ancêtres, les Néandertaliens ont inventé la colle. Le musée de la préhistoire de Halle, en Allemagne, conserve des restes de la colle de l'âge de glace. La substance anodine en apparence a été découverte dans les années 60 au cours des fouilles menées à Königsaue en Allemagne. Mais c'est seulement des années plus tard que les scientifiques ont compris son importance et vu en elle la preuve de l'ingéniosité exceptionnelle des Néandertaliens. Ils avaient d'abord pris le fragment découvert pour un simple vestige de résine. Personne n'imaginait les hommes de Néandertal capables de fabriquer de la colle à partir d'écorce de bouleau. Pourquoi ? Parce que cela exige de réunir plusieurs conditions en même temps. Une température adéquate, une très faible oxygénation et une rapidité d'exécution. C'est difficile à réaliser même en laboratoire. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois pour arriver ne serait-ce qu'à la moitié du processus. À chaque essai, j'obtenais quelque chose de différent. Alors comment imaginer que les Néandertaliens aient maîtrisé cette technique sans bec-benzène ni tube à essai ? Aucun chercheur n'a encore réussi à fabriquer le mystérieux bret en utilisant uniquement les moyens dont disposaient les Néandertaliens. Le processus de fabrication demandait énormément d'ingéniosité. Ils enterraient dans le sol des rouleaux d'écorce de bouleau, entassant bien la terre autour. Ils plaçaient ensuite un bâton fumant dessus. Privé d'oxygène, l'écorce de bouleau sécrétait alors le précieux bret. Cela ne marchait pas à chaque fois. Un rien pouvait faire échouer l'expérience.
Il suffisait que l'air pénètre et l'écorce prenait feu. Un homme aussi créatif devait sans doute ressentir de la colère et de la frustration. Ce brai de bouleau est la première colle fabriquée par un être humain. Sa première utilité était vraisemblablement de fabriquer entre autres des armes ou des outils solides. Il permettait d'assembler durablement le bois et la pierre. Avec ça, il pouvait couper du cuir sans que la lame se sépare au moindre accroc. C'est élastique. Ça devait ressembler à ça. Exactement ce qu'on a trouvé à Königsau. Il devait y avoir des spécialistes de la fabrication et de la transformation de cette matière première. Le brai pouvait être refroidi et solidifié pour être ensuite transporté sous forme de perles ou de petites billes. Il suffisait de les réchauffer pour leur donner une autre forme. On a aussi retrouvé un grand nombre d'outils de cette époque pendant nos fouilles. La majorité d'entre eux avaient été fabriqués à partir de silex ou de quartz, un matériau translucide comme le verre et très coupant. On a par exemple des pièces d'assez grande taille, comme ce couteau typique de l'époque néandertalienne. Il faut imaginer qu'ils étaient fixés à quelque chose, un morceau de bois ou un bâton, parce qu'il est impossible de s'en servir en les tenant à main nue. Ici, ce sont les tout petits outils qu'on a trouvés. Ils ont été taillés très petits. Certains ne font que 5 mm de diamètre. Quand on les voit, on se demande à quoi ils pouvaient bien servir. Moi, je pense qu'ils étaient fixés à l'extrémité d'une sorte de manche en bois, comme un scalpel moderne. Ou qu'ils étaient utilisés, par exemple, pour inciser un morceau de bois relativement gros, afin d'en faire un couteau de cette taille. Si on ne les a pas retrouvés plus tôt, c'est certainement parce que dans le passé, les fouilles n'étaient pas aussi poussées qu'aujourd'hui. Et même une fois mis au jour, ils ont souvent été attribués à tort à des cultures postérieures. Le reste de brai de bouleau découvert à Königsau présente une particularité. Des scientifiques croient y distinguer une empreinte de doigt ou de main qui aurait pu être laissée par un fabricant d'outils néandertalien. Pour vérifier s'il s'agit bien d'une empreinte, Ralf Schmitz rend visite à Simone Wabnitz, commissaire au département de la police criminelle de Magdebourg. Elle s'est penchée sur les crêtes relevées sur le morceau de brai de bouleau et prend maintenant les empreintes digitales du scientifique pour les comparer à l'éventuelle empreinte d'un homme de Néandertal. Nana, une femelle chimpanzé du zoo de Magdebourg, est aussi mise à contribution pour résoudre l'énigme. Elle fournit à la commissaire un jeu d'empreintes digitales. Il faut en effet envisager la possibilité que les crêtes papillaires laissées par une main néandertalienne soient très éloignées des nôtres. Mais elles pourraient comporter des ressemblances avec celles d'un primate. Ça, c'était l'index, ça le majeur et ça l'annulaire. Après comparaison, il apparaît clairement que les marques laissées sur le brai ne ressemblent pas à une empreinte digitale classique.
Les sillons formés par les crêtes qui caractérisent une empreinte digitale d'homme ou de chimpanzé sont absents ici. Les empreintes digitales de l'homme moderne et celles du chimpanzé sont assez proches. En revanche, sur le brai de bouleau, on n'observe que des crêtes parallèles. On ne peut pas être sûr à 100% que ce que l'on voit sur le brai d'un bouleau est bien une empreinte. Et ça notamment parce que les crêtes papillaires qu'on observe normalement sur une empreinte digitale, eh bien, à l'évidence, il n'y en a pas ici. Mais si on part du principe que c'en est une, admettons qu'elle ait simplement été dégradée par le temps étant donné l'âge de ce fragment de brai de bouleau. Dans ce cas, la seule possibilité quand on regarde le tracé des crêtes serait qu'il s'agisse d'une empreinte de la paume d'un homme de Néandertal. Il l'aurait laissé par exemple en malaxant le brai. Les hommes de Néandertal emportaient sans doute les objets complexes à fabriquer et certains matériaux comme le brai de bouleau lorsqu'ils changeaient de campement. Ils devaient se déplacer plusieurs fois par an, tout en restant sur un territoire bien délimité. Le feu était un élément vital pour eux. Le clan ne voyageait donc sans doute jamais sans charbons ardents ou sans des outils indispensables pour faire un feu. Ils devaient toujours faire preuve d'une extrême prudence en pénétrant dans une caverne inconnue, car il y avait un risque qu'elle soit déjà occupée. Les lions des cavernes ne représentaient pas seulement un concurrent direct pour la nourriture, ils étaient surtout de terribles adversaires. Avec leur 1,50 m de hauteur, ils étaient presque aussi grands que les hommes de l'époque. La seule arme efficace pour se défendre face à ces géants était le feu. Le clan est rodé. Il sait qu'il n'arrivera pas à le tuer, mais il peut au moins essayer de lui faire peur et le chasser. Mais l'enfant, encore jeune et inexpérimenté, a un moment d'inattention. Ça aurait pu être pire. L'animal est vieux et peu agressif. Un lion plus jeune aurait fait couler plus de sang. Même si ce n'est pas une consolation pour le blessé. Ça, c'est son cubitus gauche. On voit nettement à l'extrémité supérieure que l'os a été fracturé. La partie supérieure du cubitus s'est dessoudée du coude. Peut-on déterminer l'origine de la blessure? L'hypothèse la plus plausible est qu'il aura reçu un coup violent à l'épaule alors qu'il avait le bras fléchi. L'humérus a alors poussé l'articulation du coude et la tête cubitale s'est détachée. La fracture a parfaitement guéri. En revanche, on voit des excroissances osseuses à l'articulation et aussi ici au niveau du processus coronoïde. Cela nous indique que l'homme avait de l'arthrose, une maladie des articulations due en l'occurrence à un mauvais repositionnement des os après sa fracture. Penchons-nous maintenant sur la calotte crânienne de notre Néandertal, sa boîte crânienne. On distingue sur l'arcade sourcilière droite, l'os protubérant qui est ici, une plaie. On constate qu'il y
y a un léger creux dans l'arcade. Mais là aussi, ça a parfaitement cicatrisé. C'est probablement encore une fois la conséquence d'un traumatisme, d'une blessure. Il a sans doute reçu un coup venant de cette direction, porté avec une pierre pointue. Ça lui a entaillé le sommet de l'arcade sourcilière. La guérison semble aussi ancienne que celle de la fracture du cubitus. On peut supposer que les deux blessures ont eu lieu à la même période. Les blessures du jeune homme de Néandertal auraient pu être mortelles. Le fait qu'il ait survécu laisse penser qu'il a reçu des soins. Pictau. Aqui. Ani. Ida. Rivak. À elle seule, sa blessure à la tête aurait pu le tuer. Mansuk. Aka ei okpok. Ei onarpok. Sa fracture au bras l'a laissé avec une raideur dans le coude gauche, comme le montre l'arthrose visible à la radio. Ce qu'on peut distinguer ici, ce sont les traces de son arthrose, là où il y a eu une nouvelle formation osseuse, pour ressouder les deux parties de l'os fracturé. À quel âge a-t-il eu cette fracture? Difficile à dire. Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que la fracture est survenue au moins 7 à 10 ans avant la mort de cet homme. Si ça se trouve, c'est même plutôt 20 ans. À mon avis, c'est tout à fait possible. Ça signifie que pendant 2 décennies, son clan aurait veillé sur lui. Tout à fait. C'est d'autant plus vrai qu'à cette époque, il était important d'être mobile, de pouvoir se défendre en cas d'attaque. C'était une question de vie ou de mort. Il souffrait de sinusite chronique et il devait être lourdement handicapé par cette maladie qui lui rongeait les os. Dans son cas, le soutien et la protection du groupe ont été essentiels. Notre homme de Néandertal n'aurait pas vécu aussi longtemps sans la protection de son clan, mais sa fracture lui a laissé un handicap à vie. Ralf Schmitz continue d'étudier l'état de santé du squelette fossilisé découvert en 1856. L'examen au microscope montre des trous aux contours réguliers dans le cubitus, signe d'une perte osseuse sans doute conséquente à sa blessure. Mais le cubitus malade n'est pas le seul os à présenter des altérations. À gauche, une cavité saine, au milieu, une cavité malade. Pour le professeur Schulz de l'université de Göttingen, ces cavités qui apparaissent comme rongées témoignent d'une maladie dégénérative des os. Est-il possible que l'homme de Néandertal ait eu un cancer ? Tous les pictures. Et got old. S'il a vécu jusqu'à un âge normal pour son époque, c'est parce qu'il a été aidé et protégé par son clan. Mais bénéficiait-il aussi de soins médicaux ? Pour l'instant, ce n'est encore qu'une supposition fondée sur les quantités de pollen et de plantes connues pour leurs vertus curatives et antiseptiques, découvertes dans des cavernes. Mais les scientifiques semblent détenir une nouvelle arme pour décrypter la vie de l'époque. Une nouvelle discipline, la paléogénétique, devrait dans l'avenir livrer des réponses là où les autres disciplines scientifiques ont atteint leurs limites. Premier commandement du paléogénéticien, tu ne devras pas contaminer les échantillons avec ton propre ADN.
Ralf Schmitz et Svante Pääbo, directeurs de recherche à l'Institut Max Planck, restent à l'extérieur de la pièce stérile. À l'intérieur, un prélèvement d'os va être effectué sur le fossile de notre homme de Néandertal. La tension monte. Johannes Krause de l'Institut Max Planck va percer l'humérus qui avait déjà subi un premier prélèvement en 1996 pour une analyse génétique. Les vêtements des personnes présentes ont été traités pendant plusieurs heures afin d'éliminer tous les germes. Les deux scientifiques patientent pendant que dans la pièce stérile, de la poussière d'os est prélevée sur le précieux fossile. Un gramme suffit pour savoir si l'ADN du fossile découvert dans la vallée de Néander pourra être exploité pour un projet de recherche de grande envergure, avec des applications possibles illimitées. Nous cherchons le meilleur fossile possible et on espère vraiment que ce sera le fossile de Feldhofen, celui qui a donné son nom au Néandertal. Grâce à lui, nous voulons ébaucher en partenariat avec une équipe de chercheurs américains une bibliothèque génétique. Ensuite, nous voulons séquencer le plus grand nombre possible de fragments de génome, de manière à obtenir un aperçu quasi complet du génome de l'homme de Néandertal. Nous sommes conscients que nous risquons d'être confrontés à certaines difficultés, comme la contamination avec de l'ADN humain moderne. Nous savons que ça risque d'arriver. Des erreurs peuvent aussi se produire au cours du processus de réplication de l'ADN dans les bactéries, qui pourraient fausser les données. Mais si on se limite aux échantillons qui présentent des similitudes entre l'homme de Néandertal et le chimpanzé, et qui n'ont pas été altérés par de l'ADN humain, il y a peu d'erreurs possibles. Depuis que l'osioïde d'un néandertalien a été découvert, il est évident pour nombre de chercheurs que ces hommes pouvaient parler. Mais exprimaient-ils des sentiments par la parole? Ça, nous ne le savons pas. À l'Institut Max Planck de Leipzig, les préparatifs du projet de séquençage du génome néandertalien avancent à grands pas. Johannes Krause va commencer par répliquer des brins d'ADN à l'aide de bactéries. De cette façon, les prochaines générations de chercheurs disposeront eux aussi de cet ADN en quantité suffisante pour que le fossile n'ait pas à subir de nouveaux prélèvements. Le projet devrait livrer ses premiers résultats d'ici 3 ans. Quand on aura séquencé le génome du néandertalien, on s'intéressera plus à certaines parties qu'à d'autres. Il existe par exemple un gène appelé FOXP2. Quand il mute, on sait qu'il entraîne des troubles du langage chez les hommes. On sait qu'il y a aussi des différences dans la séquence d'ADN de ce gène chez l'être humain et chez le chimpanzé. Ce serait donc très intéressant pour nous de connaître et d'analyser la séquence ADN de ce gène chez le néandertalien. Ça pourrait nous permettre de déterminer avec certitude si les néandertaliens avaient ou non l'usage de la parole. Le projet génome du professeur Svante Pääbo est ambitieux. Après analyse, il est décidé d'intégrer le fossile découvert dans la vallée de Néander comme sujet d'étude en raison de son bon état de conservation.
Les scientifiques qui ont réussi il y a quelques années à décrypter le génome de l'homme moderne vont maintenant s'attaquer à celui du néandertalien. Le projet Génome a pour but de mettre au jour le plan d'organisation du néandertalien. Ces minuscules brins d'ADN pourraient révolutionner la recherche sur les hommes de Néandertal. Les néandertaliens s'aventuraient parfois en territoire étranger. Des rencontres entre clans devaient avoir lieu régulièrement. Cela expliquerait pourquoi on a retrouvé des quantités importantes de fossiles d'animaux à certains endroits. C'était sûrement pour les plus jeunes un événement extraordinaire. Ils devaient alors cohabiter avec 100, 150 individus, et non plus 15 ou 20. Une réunion de clans remplissait plusieurs fonctions. Les hommes pouvaient chasser ensemble au moment de la migration des animaux afin de rapporter plus de gibier. Ça pouvait être l'occasion de chercher un partenaire. De consolider les liens entre clans. De renouveler des amitiés anciennes. D'accueillir de nouveaux membres. Et d'échanger sur ce qu'on avait appris, entendu ou vécu. Les traits du visage reconstitué de l'homme préhistorique doivent se rapprocher le plus près possible de la réalité. Des cils en poils naturels. Une reproduction réaliste de la cicatrice. Et des yeux dont il faut encore choisir la couleur et une forme adaptée. Des cheveux et des poils de barbe et du torse implantés un à un. Voilà à quoi pouvait ressembler l'homme de Néandertal. Pour Ralf Schmitz, c'est l'heure du premier face-à-face. Je trouve que c'est bien que les cheveux ne retombent pas sur le front, pour qu'on voit bien la cicatrice à l'arcade sourcilière et le front fuyant. On a essayé dans la mesure du possible de mettre en valeur la forme du crâne en aplatissant les cheveux. La vie en communauté n'est jamais exempte de tensions, surtout quand on est nombreux. Pour les résoudre, il fallait que les Néandertaliens aient développé un certain niveau de langage. Notre homme de Néandertal a dû endurer des moqueries à cause de son handicap. Son accident a peut-être été au centre de nombreux récits. Que les Néandertaliens se soient ou non orientés grâce à l'étoile polaire ou à d'autres, la nuit, le ciel était extraordinairement clair à l'âge de glace. Un spectacle à lui tout seul pour ses observateurs.
Ralf Schmitz a découvert un autre fossile dans la vallée de Néander, qui l'incite à penser que notre homme de Néandertal ne vivait pas seul. À l'Institut de physique des particules de Zurich, un prélèvement effectué sur le fossile est préparé avant d'entrer dans l'accélérateur de particules. La technique de datation au carbone 14 doit permettre d'établir si le deuxième fossile retrouvé dans la vallée date de la même époque que le premier. La spectrométrie de masse par accélérateur présente l'avantage d'être capable de dater des échantillons même infimes. Nous n'avons besoin que de quelques milligrammes de matière pour établir une datation. Si on s'en était tenu aux méthodes traditionnelles, on aurait été forcé de pulvériser intégralement l'os de la femme découverte dans la vallée de Néander pour pouvoir connaître son âge. C'est également valable pour des objets anciens et très précieux, que l'on peut maintenant dater sans pratiquement les abîmer. Ralf Schmitz fonde beaucoup d'espoir sur cette technique. Il pourra ainsi bientôt faire dater une dent de lait retrouvée dans la vallée de Néander. L'homme de Néandertal n'était peut-être pas le seul à être enterré dans la grotte découverte en 1856. Il avait environ 40 ans quand il est décédé, un âge normal pour mourir à cette époque. Les technologies récentes permettent aux scientifiques de découvrir toujours plus d'informations sur les fossiles, et elles sont parfois étonnantes. Nous ne saurons jamais tout de la vie de cet homme préhistorique. C'est pour cela qu'il ne cessera jamais de nous intriguer. Il nous est à la fois extrêmement proche et étranger.